Avec moi, j'ai Olivier Renson, dit Pierre Chevalier de Troyes. et Pierre Chevalier de Troyes aujourd'hui est bien habillé. Est-ce qu'on rencontre quelqu'un? Mais aujourd'hui, c'est notre arrivée. On vient de revenir d'une expédition à la baie James. Alors, j'ai mis mes beaux vêtements. Plusieurs personnes avec vous. Ah oui, toute notre équipe est là. 2 Rambasca. Oui. Et ça fait à peu près combien d'hommes? Environ une trentaine. Environ une trentaine. Et dans la vie moderne, ce jeune homme s'appelle... Olivier Renson. Ah, il a gardé le même nom, OK. Olivier, on t'a vu dans un... Parce que là, aujourd'hui, il y avait un événement spécial. Oui. Si tu me l'expliquais. Ben aujourd'hui, c'était le record mondial du plus grand rassemblement de canots sur un lac. Alors, on voulait faire un record avec des canots sur le lac. Alors, Mais est-ce qu'il a été atteint? oui, Et qui l'a organisé? ben c'est la CCLT, donc le groupe dont je fais partie. Donc, l'Association de canot camping du lac Témiscamingue. Et justement, on regarde. Quelle belle image, hein? On en voit justement qui sont en canot, habillés à l'époque. Est-ce que, bon, vous étiez plusieurs personnes, plusieurs membres à organiser ça? Oui, on était vraiment plusieurs. Presque tout le monde qui fait partie de notre organisation a mis sa petite partie puis a fait que ça soit un grand succès. Ben, toi, du canot, ça fait longtemps que tu en fais? Ah oui, ça fait plus que je suis tout jeune, là. Parce qu'il est très vieux maintenant, là. Quel âge as-tu? 14 ans. 14 ans. Fait que plus jeune, ça veut dire très jeune, vers 4 ans? Oui. OK. On va se comprendre. Mais est-ce que tu fais du camping sauvage? Est-ce que tu en profites de la nature? Oui. Oui. On va te laisser. Merci beaucoup. Et regardez ce beau personnage. Les jeunes filles vont courir après lui. Ça doit bourdonner, hein? Merci beaucoup. Merci. Nous avons ici un ébéniste de la Nouvelle-France qui s'appelle Jean-Baptiste Trottier. Jean-Baptiste Trottier. Avec quoi on travaille dans le temps de la Nouvelle-France? Des outils majoritairement faits en bois et en acier recyclé. C'est que chaque acier était utilisé plusieurs fois. Ici, on a le banc d'âne, quasi totalement en bois, et sinon avec souvent des planes, ciseaux, bouvets. Je cherche mes mots tout d'un coup. C'est la caméra qui fait ça. Vilebrequin avec mèche-cuillère. Mais là, c'est la première année ici à Ville-Marie que tu présentes ça? Oui, c'est un spécial pour le 325e du passage du Chevalier de Troyes. Et bon, j'imagine que c'est pas la première fois que tu fais la démonstration devant les gens. Donc, ça fait déjà 3 ans que la troupe est formée. C'est la troupe au complet qui est ici, là, avec les cuisinières, cordonniers, agriculteurs, coureurs des bois. Et de quel endroit vous venez? Majoritairement autour de Montréal et les environs. Et ton métier de tous les jours, est-ce que c'est ébéniste, ça, dans la vie moderne? Non, non du tout. Je suis plus dans le bijou médiéval. OK, mais Une autre époque. une autre époque, en effet. Et comment se fait-il que tu présentes l'ébénisterie? Parce que tu dois y toucher quand même. Ébénisterie, c'est plus oui, à la fois ébéniste, mais plus gosseux de bois. Question que chacun a d'affaires à travailler, à fabriquer qu'est-ce qu'il a de besoin sans avoir de formation. Les écoles étaient très peu développées, ça est venu très sur le tard. Et chacun a d'affaires à essayer à faire son meuble, faire ses ustensiles, fabriquer lui-même ses outils. Donc, l'ébéniste était un peu taillandier aussi. Un taillandier, c'est plus l'acier. OK. À la limite, il venait à réaiguiser, il faisait affaire au forgeron, que lui, parfois, faisait de la taillanderie aussi. Oui, c'est ça, parce que pour toucher le fer, pour incorporer au bois, il devait toucher un peu à tout. Oui, en règle générale, même le menuisier, l'ébéniste et autres allaient s'installer sa shop ou son étal à côté du forgeron, toujours très proche. Un travaillait avec l'autre, l'autre avec l'un. À l'époque de la Nouvelle-France, est-ce qu'on donnait des cours aussi à des jeunes hommes qu'on gardait seulement pour pension, comme un taillandier à Québec faisait aussi, un Gauthier dit Larouche, qui est mon ancêtre?
Bon, c'est ça qu'il faisait. Il accueillait des jeunes hommes chez lui. Est-ce que l'ébéniste faisait la même chose? Le compagnonnage, oui, effectivement. Ça durait un certain nombre d'années de formation et que... C'est le compagnonnage qu'on appelle, oui. Si on parlait maintenant de toi dans la vie moderne en tant que bijoutier, mais est-ce qu'on dit un bijoutier? Oui, ce serait bijoutier dans mon cas, oui. Oui. Qu'est-ce qui t'attire de cette époque-là? Au départ, c'était vraiment de pouvoir fabriquer mes items chez moi, mais sans outils électriques. J'étais à loyer. Fait que pour pas déranger les voisins, j'y allais avec des outils manuels, là. Mais parfois, c'était pas trouvable avec des outils modernes. J'ai viré vers les antiquités et avec le temps, ben, je me suis fait recruter par les habitants de la Nouvelle-France. En tout cas, on te souhaite bon succès dans ton métier moderne. Merci. Et bon succès aussi avec votre troupe. Merci beaucoup. Merci. On est dans l'auberge d'Anne Foubert, c'est bien ça? Anne Foubert, oui, exactement. Et dans l'auberge, qu'est-ce qu'on sert? En fait, on sert majoritairement des repas qui sont type Nouvelle-France et on fait de la bannique pour les gens qui veulent goûter, en fait. Et on rajoute des petits fruits au travers de la bannique parce qu'on sait que c'est meilleur à ce moment-là. La bannique, vous avez pris la recette chez les Autochtones. En fait, je vous dirais, c'est Nicolas Perrault qui est là-bas, qui est en fait un coureur des bois. Mais on dit de lui, c'est un courroyeur des bois. Vous comprenez ce que je veux dire par courroyeur des bois? Donc là, il a rencontré une petite sauvageonne à un moment donné. Et puis, il m'a donné la recette parce qu'il s'est dit, Anne, dans son auberge, elle va en avoir besoin. Fait qu'il dit, ça va être super bon pour elle, puis on va pouvoir avoir de la bonne bannique à faire goûter aux gens. Fait que c'est pour ça. Mais il faut pas le dire à sa femme. Et mis à part d'Anne Foubert, dans la vie moderne, cette jeune dame, que fait-elle? Elle est coordonnatrice au niveau de la prévention au niveau du sida, du VIH-sida. Un petit peu différent de l'auberge Un petit peu différent, effectivement. et qui vient de près de Montréal. Oui, effectivement. Dans Montréal, en fait, présentement. Merci beaucoup. La jeune dame qui est à ma gauche, qui est? C'est Jeanne. Jeanne, c'est mon bras droit. Elle m'aide pour faire tout ce qui est la cuisine et puis faire la bannique aussi. Bonjour, Jeanne. Bonjour, bonjour. Est-ce que, bon, la patronne est difficile? Non, elle est très gentille avec moi parce que je peux brûler la bannique des fois puis elle crie jamais après moi. Oh, Je suis pas très talentueuse dans la cuisine. Moi, je suis plus blanchisseuse. OK, on lave le linge. C'est difficile. Est-ce que les gens sont difficiles pour leur linge? Pas du tout. Surtout, on échange ça, là, des services. On peut échanger. Fait que non, ils sont pas très difficiles. Est-ce que c'est la haute société? Oh non, c'est les cordonniers, c'est le gosseux de bois ici, là. Et c'est eux qui m'échangent ça, là, contre quelques sous, quelques livres. Et, mis à part de Jeanne, dans la vraie vie moderne, que fait-elle, cette jeune dame? Elle fait des patrons de chaussures historiques. Ah, mais c'est pas tout à fait loin de la Nouvelle-France. Effectivement, c'est venu à faire de l'animation comme ça. Est-ce que c'est vous qui avez organisé la troupe? Non, 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 c'est mon mari François, le cordonnier, vous allez rencontrer, qui a commencé à faire des événements d'animation historique dans quelques endroits. Et bon, je suis mis à suivre avec. Mais la chaussure, ça fait quand même. On était dans la cordonnerie pendant au moins 17 ans dans la cordonnerie. Et j'imagine, vous aussi, vous venez de près de Montréal. Terrebonne, en fait. Terrebonne. Bien, merci beaucoup. On vous laisse à l'auberge. Plaisir. Merci. Voulez-vous goûter à de la bannique? Oui, ça serait bon. Jeanne, est-ce que tu vas amener le plateau? Avec des petits Il n'est pas fruits. brûlé, donc c'est pas Jeanne qui l'a fait, c'est Anne. C'est Anne qui l'a fait. OK. Et on a ajouté des bleuets à l'intérieur pour qu'ils soient meilleurs. C'est de saison. Oui, effectivement. Et c'est très bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Avec moi, le coureur des bois, mais il paraît plus courageux, d'après Jeanne. C'est des rumeurs, ça, ma petite dame. Des rumeurs. En fait, n'importe quel coureur des bois était à l'aise avec les sauvagesses dans le bois.
Parce que, comme quand je dis souvent, ils étaient plus dégourdis que nos petites Européennes, hein? Fait qu'eux autres, ils avaient les mœurs complètement différentes que nous autres. Fait que oui, effectivement, je pourrais vous dire que selon mes recherches et descendances, j'ai Nicolas Perrault, qui est mon personnage, a eu 11 enfants légitimes, mais il y aurait une rumeur qui dirait qu'il n'aurait fait beaucoup illégitimes, et tous les autres courants des bois, la même affaire, et c'est pour ça qu'on a fondé un nouveau peuple qu'on appelle les Métis dans l'Ouest canadien. Et il y en a qui sont connus et non connus, bien entendu, parce que c'était caché, ça. Ben, en effet, on n'était pas, il n'y avait pas de récit, il n'y avait pas d'écrit, de rien de ça. Il n'y avait pas grand monde dans l'Ouest. On était tout seuls, les coureurs des bois. On allait dire les courroyeux. C'est de la faute à Anne et Mais Jeanne. il faut faire attention parce que dans les mœurs, ouais, eux autres, ils en disent plus que c'est la vérité. C'est qu'il faut faire attention. Pour vrai, oui, il y avait des mœurs un peu légères au niveau des tribus autochtones, mais c'était pas le courageux des bois qui choisissait avec qui qu'elle allait dans la couche. C'était l'autochtone, la femme, qui décidait, elle, c'était avec qui qu'elle s'en allait, avec quel guerrier. À chaque soir, là, c'est pour elle qui décidait. Il y avait des différentes façons dans différentes tribus aussi de le faire, le cérémonial, pour choisir son homme, pour aller s'amuser dans le tipi. Il y en a une, entre autres, une technique qui faisait brûler un brin d'herbe, une brindille. Elle brûlait, puis là, les gars paradaient devant les filles, les sauvagesses, puis quand la fille, elle trouvait qu'elle en avait un mignon à son goût, elle y éteindait sa brindille, puis là, ben, elle le prenait par la main, puis ils s'en allaient gaiement, amoureusement dans leur tipi s'amuser. Un côté d'histoire qu'on ne connaissait pas. Parce qu'on sait que le coureur des bois, bon, c'était surtout la vente de la peau des animaux. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ben, en fait, ça dépend. Les coureurs des bois, c'était pas tous des marchands comme moi. Mon ancêtre, Nicolas Perrault, allait chercher ses équipements à Québec, les amenait jusqu'en Charrette à Montréal. Et là, on chargeait les canots avec les ballots qui pouvaient peser entre 40-80 livres. Puis on amenait tous les articles que vous pouvez voir en arrière de moi, là, qui sont des articles qu'on servait autant en Europe que dans les grandes villes de la colonie, Québec, Trois-Rivières, Montréal. Et on amenait ça dans les régions éloignées des Grands Lacs, à l'ouest des Grands Lacs, au sud, au nord des États-Unis, dans le bout du Dakota et tout ça, dans ces coins-là. Puis on allait directement démontrer aux sauvages qu'est-ce qu'on avait, puis eux amenaient leur pelus. Moi, j'allais directement à leur rencontre pour aller chercher la matière première, pour renvoyer ça en Europe pour les chapeliers et ceux qui faisaient les vêtements pour la noblesse, les encolures de visons, ces genres de trucs-là. Fait qu'il y en avait à chaque année, à chaque printemps, au début de l'été. Les sauvages se déplaçaient de partout au Canada pour venir à Montréal, Trois-Rivières et Québec. On appelait ça les foires de fourrure. Là, on pouvait voir des 1500, 2000 autochtones d'une tribu avec des canots comme on a pu un peu voir aujourd'hui. C'est assez impressionnant de voir beaucoup de canots. Puis là, ça arrivait à Montréal, ça s'installait pour à peu près une semaine et demie. Il y avait des cérémoniales entre eux autres, puis il y avait au moins une journée ou deux qui étaient gardées pour faire la traite des fourrures. Fait que là, il allait à la rencontre des pédaleurs, puis là, ils allaient porter leur fourrure, on en gardait la qualité, puis on leur offrait, tout dépendant, tant de couvertes, tant de haches, tant de couteaux, tant de fusils, les livres de balles, la pourde, tout ce qu'on voit là aussi, les fameux chaudrons, parce que là, eux autres, ils se faisaient de la bouffe dans de l'écorce de bouleau, puis des petits chaudrons en terre cuite qu'il y avait. Fait qu'on a grandement amélioré leur sort. Grandement amélioré, mais est-ce que le troc, parfois, est un peu malhonnête? Un peu. Oui, effectivement, il y a beaucoup de récits écrits qui racontent que... Puis on a encore beaucoup dans notre langage au quotidien, aujourd'hui, dans le temps moderne, des termes qui viennent du temps de la traite des fourrures, comme quand on se dit « je me suis fait fourrer ». Ben, ça avait rapport au terme de fourrure. OK. Puis, juste un petit exemple, il y a eu des Européens qui ont quand même fourré des Indiens dans le sens du mot, parce qu'ils n'étaient pas habitués de ces équipements-là. Fait qu'on a pu échanger des bouts de miroirs cassés, parce qu'on transportait ça de Montréal. Ça prenait quand même 3 mois. Fait que ça arrivait que toutes les fois qu'on faisait du portage, qu'on montait nos campements à chaque soir, qu'ils pouvaient s'endommager des miroirs, puis on réussissait quand même à leur tirer un sapin en leur donnant des petits bouts de miroirs cassés. Mais vu que c'était la première fois, sauf que jusqu'à temps qu'ils voyaient que ces chums, ils n'avaient des complets, mais là, ils disaient, wow, attends un peu. Puis ils n'étaient pas dupes, les sauvages. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils étaient un peu nono, mais non, c'était vraiment bien organisé, ce peuple-là. Puis oui, il y a eu beaucoup de trucs. Comme à un moment donné, il y a eu une période que c'était à la hauteur des fusils qui délimitait le nombre de fourrures, de castors qu'il fallait avoir. Pour avoir le fameux fusil, il fallait monter en hauteur le castor. Ça, c'était vraiment... Mais ça n'a pas duré si longtemps que ça parce qu'ils s'en ont rendu compte. Mais oui, ça s'est fait. Maintenant, dans la vie moderne, qu'est-ce que fait monsieur?
Yves Perrault, qui est mon vrai nom. Mon nom de personnage, c'est Nicolas Perrault. Je suis fonctionnaire municipal à la Ville de Montréal. Mais qu'est-ce qui vous a attiré de faire partie, justement, d'une troupe comme ça et de représenter un personnage? Ben, en fait, moi, c'est un vieux rêve pieux que j'avais quand j'étais jeune. J'ai fait mon service militaire à Citadelle, le Québec, dans le Royal 22e Régiment. Puis il y avait des rendez-vous. À l'époque, ils faisaient la reconstitution de la bataille des Plaines d'Abraham. Puis du haut des murs des fortifications de la Citadelle, moi, je regardais ça, puis ça m'impressionnait. Des centaines de tentes avec des 2000 gars en campement. Puis à un moment donné, ben, j'ai commencé à travailler avec Lucien pour le magazine Oriflamme, la compagnie médiévale. Puis il y a 3 ans, j'ai sorti l'idée à Lucien qu'on devrait partir une compagnie pour faire de l'animation Nouvelle-France. Moi, c'est un vieux rêve, puis je l'ai convaincu. On a parti ça à 2, puis depuis ce temps-là, depuis 3 ans, on a recruté des amis qui étaient dans le domaine historique aussi. Puis on a, de fil en aiguille, ça fait 3 ans qu'on existe, puis on est rendu une pas pire compagnie, puis on a bien du plaisir, là. Vous deviez quand même vérifier l'histoire de ce qu'est de l'époque de la Nouvelle-France. Ben, en fait, en étant déjà dans le domaine historique avec notre magazine, ça nous permettait déjà d'en savoir une base. Puis effectivement, on a fait beaucoup de recherches, de lectures autodidactes. Puis on a des gens aussi qui travaillent avec nous qui ont des bacs en histoire. Mais c'est surtout la passion, je pense, qui a fait qu'on a été capable de faire beaucoup de lectures, de recherches, acheter nos équipements, faire les recherches pour tout ça. C'est pas simple, c'est pas évident. Puis c'est une passion, en fait, c'est une grande passion. Puis moi, je prends mes vacances pour faire de l'animation parce qu'on le ressent, on le voit quand on parle aux gens, quand on leur montre nos trucs, dans leurs yeux, les étincelles que ça fait, puis on dirait qu'ils vont retenir plus que qu'est-ce qu'on leur raconte en 15-20 minutes que qu'est-ce qu'on a appris à l'école. Puis aussi, on est conscient, il y a beaucoup de profs qui nous parlent, qui nous rencontrent, puis ça serait donc bien le fun que ça soit comme de cette façon-là, et c'est ça qu'on raconte à l'école. Puis on galvaude un peu la mauvaise histoire. Puis là, j'ai même su cette année qu'on parle plus de bataille dans l'histoire à l'école. Mais c'est des vérités. Il faut pas avoir honte d'avoir défendu nos lopins de terre ici. Puis oui, c'est violent, la guerre, le combat, mais c'est ça Ça existe encore. Ça existe malheureusement encore, puis des fois pire que dans le temps. Fait que c'est comme ça qu'on a forgé notre pays de toute façon. Même les compagnies de traite comme entre la baie du Son et la Nord-Ouest se battaient entre eux. C'était des batailles souvent violentes entre les courants des bois. Ça fait partie de notre histoire. Faut pas avoir honte de ça. Moi, j'ai un de mes arrière-grands-pères aussi qui était patriote, qui s'est battu à Saint-Eustache et Saint-Denis. Il était tenancier d'un hôtel. Il était pas d'accord avec ce qui se passait en colonie à l'époque avec les Anglais. C'est tous des trucs comme ça qui, à gauche et à droite, on a des récits familiales, tous et chacun. On a tous fait nos recherches généalogiques. On sait tout de quoi qu'on parle par rapport à nos personnages. Puis le reste, mais c'est tout l'autodidacte, la passion de tous et chacun qui ont fait des recherches avec les outils qu'on a modernes aujourd'hui, comme l'Internet, les livres qui sont réédités. Juste à lire tous les récits des Jésuites et des autres missionnaires qui sont venus, ça en dit beaucoup. Fait qu'on s'est passionné pour ça, puis depuis ce temps-là, c'est devenu un grand passe-temps, une belle passion. Une vraie passion. Merci beaucoup. Plaisir. Au revoir. Bon voyage. Donc, avec moi, j'ai 2 fermiers arrivés nouvellement de la Nouvelle-France ou pas? Vous êtes à la Nouvelle-France. Bien sûr, dans la Nouvelle-France, hein? Oui, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on est ici parce qu'on a eu le temps de déchiffrer notre terre, là. Puis, Et vous appelez? comment Votre nom? je suis un habitant. Je suis Isaac Bédard. Moi, c'est Baptiste Bédard, je suis son frère. OK. Sur la même terre? Ah, on a eu chacun un lopin de terre qu'on cultive parce que moi, j'ai ma femme qui est venue avec moi. En fait, pas qui est venue avec moi, je l'ai rencontrée ici, mais parce que si tu veux prendre femme, il faut que tu aies une maison, puis tu as intérêt à avoir quelques arpents que tu cultives, parce que sans ça, vu le nombre de femmes qu'il y a ici, t'es pas un bon parti. Fait que il faut que tu te mettes à l'ouvrage rapidement. Lui, il est encore célibataire, par exemple. Est-ce que vous avez pas une fille de roi que vous pouvez rencontrer? Oui, mais ça dépend. Il faut qu'ils viennent dans le village, puis qu'ils viennent ce qu'on est rendu, hein? Mais, tu sais, il faut quand même qu'on défriche nos terres avant. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai pas fini encore, là. Je suis au début. On commence tout à défricher. Là, vous avez un petit peu alentour de qu'est-ce qu'on a ici, nos outils, hein? Parce qu'il est arrivé un petit peu une couple d'années
années après moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu. C'est moi qui l'ai convaincu de venir ici, parce que ici, comparé en France, la vie est bien meilleure pour nous autres, les paysans. C'est pas plus difficile? Ah ben non, c'est sûr. L'hiver est long puis rude, mais la terre est fertile. Tu as du poisson en masse dans les rivières puis dans les lacs, puis tu as du gibier en masse dans les forêts. Oublie pas qu'en France, tu n'as pas le droit de pêcher, puis tu n'as pas le droit de chasser. C'est réservé aux seigneurs. Puis l'autre affaire et tout, c'est parce que là, en France, on 20 millions de population. Puis, tu as le droit français qui dit qu'il faut que tu partages ton bien à ta mort entre tous tes enfants. Ce qui fait que si tu avais un bon lopin de terre, puis que tu as 5 enfants, puis tu l'as partagé avec tes 5 enfants, puis eux autres, ils ont eu d'autres enfants, je peux te dire qu'à un moment donné, tu n'as plus de quoi nourrir ta famille. Là. Fait qu'ici, on est bien mieux, puis on a bien moins de taxes puis d'impôts. Ah, puis la terre est riche ici, hein? Elle est vraiment riche. Notre terre toute pousse bien. Hein? Puis notre blé est beau, puis on a du bon blé. Hein? Mais là, j'ai vu, vous travaillez avec ça ou pas? Parce que là, chez nous, là, on travaille pas avec ça. Ah, ben nous autres, ici, quand on arrive ici, il faut comprendre qu'on reçoit des souliers d'arrivant. Hein? Ils nous donnent une paire de souliers d'arrivant, mais ça dure pas très, très longtemps. Fait que quand on là, va travailler au champ, ben c'est sûr qu'on va mettre nos sabots, parce que ça, c'est commode. On peut le mettre on peut travailler dans la boîte, puis c'est pas grave, ça se mouille, puis on vit avec ça. Là, aujourd'hui, j'ai mis mes beaux souliers, mes beaux atours, parce que les mocassins, les Indiens nous en fournissaient beaucoup, puis ça, c'était notre paire de souliers. Mais ça doit être plus confortable que ça, là. Ah, ça, c'est très confortable. Vous voulez l'essayer? Non, pas vraiment, Vous merci. devriez. On met même un petit peu de laine dedans. On met même un petit peu de laine comme ça ici. Vous voyez la laine? C'est beaucoup plus confortable. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, faut pas que tu oublies qu'on s'habitue à porter ça quand on est jeune. Puis là, on avait de la visite, je me sens dimanché, mais tu penses que je mets mes beaux souliers de cuir quand je vais travailler dans le champ, surtout s'il n'y a plus la veille, au prix que le bottier il met 20 en sabot, avec ça, tu restes toujours au sec. Puis le sabot, il est fait pour ton pied, il est fait pour toi, là. Et maintenant, si on parlait de la vie moderne, monsieur, bon, on va oublier le personnage quelques secondes. On vient de Montréal, mais quel métier vous faites? Dans l'emballage. Dans l'emballage? Oui, pour vrai. OK. Il s'appelle comment? Daniel Charbonneau. Ah, Daniel Charbonneau. OK, mais dans l'emballage de... Emballage de produits. Moi, je vends des emballages, des boîtes de carton, des choses comme ça. Des gens qui veulent envoyer toutes sortes de choses. Fait que c'est pas du truc, mais on... On fait aussi du troc. On fait du troc, hein? Non. Et monsieur? Ben moi, je suis vraiment dans le milieu depuis longtemps et je ne fais que ça. Pas seulement de la reconstitution, là. Mais j'ai parti un truc en 94 qui s'appelle la Compagnie médiévale, où on était une école d'escrime médiévale. Et avec l'engouement avec les médiévales de Québec, on a commencé à faire des spectacles un peu partout. Puis à un moment donné, ben, l'engouement pour le Moyen-Âge a un peu baissé. Mais entre-temps, j'ai parti le Salon de la Passion médiévale et historique et j'ai lancé le magazine Oriflamme, qui est le magazine récréo-historique du Québec. Et Que je connais. Ah, ben, je suis content d'apprendre ça. Vous avez des connaissances. Et en fait, c'est ce qui nous a amené à faire la reconstitution Nouvelle-France, parce qu'on couvrait les événements avec Oriflamme. Puis là, ben, les jeunes nous invitaient, tu restes-tu pour la soirée, puis là, tu restes à coucher. Fait que nous passait le tente, on couchait dans le tente, puis à un moment donné, on s'est dit, ben, tant qu'à faire, pourquoi pas proposer nous autres nos services, puis on couvrira les événements en même temps. Puis Daniel, il était là depuis assez longtemps, parce qu'à l'époque, il faisait notre cuisinier. Coffre. On dirait un coffre. Je suis un coffre. Il faisait notre cuisinier du Moyen-Âge. Mais Réétabli en devenant habitant. Ouais. Là, je suis devenu un habitant. Mais tu sais, je suis un petit peu d'accord avec mon ami ici, parce que la Nouvelle-France, ça nous représente. C'est nous. Mais les jeunes, maintenant, ne connaissent plus leur histoire Adore. parce que ça n'est plus enseigné. Je suis pas très d'accord. Presque. Je pense qu'ils sont les jeunes sont encore très curieux. Il faut leur rapporter. Les jeunes qu'on voit ici ont un immense intérêt. Et la grosse différence par rapport à avant, c'est que les gens avant, on lisait dans les livres. Quand ils viennent nous voir, ils touchent, ils goûtent, ils sentent, ils voient. Ils ont tous les 5 sens et ils apprennent plein d'anecdotes. Puis je pense que c'est la chose la plus importante, c'est ça, de les intéresser. Mais les jeunes, c'est faux de dire qu'ils ne sont pas intéressés, ils sont très intéressés. C'est pas qu'ils ne sont pas intéressés, mais n'est plus enseignés comme auparavant. oui, ben, c'est exactement ça. Parce que quand les jeunes arrivent, on le voit, l'intérêt. Parce que là, ils découvrent quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Puis souvent, c'est quand on allait dans les écoles où il y en a un, on a proposé de d'épieuter un castor. Moi, je suis sûr et certain que les jeunes seraient fascinés de voir ça. Ouais. C'est les
Les parents? les parents ou les pédagogues dans les écoles qui disent, ben non, on va les traumatiser. Mais avec tout ce qu'ils écoutent au cinéma, les jeux vidéo qu'ils ont, je penserais pas que ça va les en prendre pas mal pour les traumatiser. Je pense qu'au contraire, on a besoin de leur remontrer leurs sources. La base, Ouais. l'essentiel. Je crois aussi que quand les écoles viennent nous voir, on a juste à regarder les yeux des enfants pour comprendre que les écoles devraient beaucoup plus se déplacer, sortir les enfants, les amener voir des choses comme ça, historiques, les faire vivre, parce qu'ils adorent ça. Et notre charmant monsieur se tourne contre... il ne connaît pas encore la boîte magique. Ah, j'ai un petit peu de misère avec ces choses-là. En tout cas, je vous remercie à vous deux. Et continuez, puis j'espère que les enfants vont poser beaucoup de questions, malgré que les adultes aussi, parce qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas au courant. Non, mais ici, c'est étonnant, par contre. Ici, les gens, il y a beaucoup d'intérêt des gens, puis c'est ce qui est plaisant de faire des trucs comme ça dans des contextes historiques, parce que tu as une clientèle de base qui s'intéresse à ça. Mais ça serait le fun de toucher un plus large public, évidemment. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Monsieur le cordonnier, est-ce que c'est pour la femme ou l'homme? C'est pour les deux. C'est pour les deux. La différence, c'est le talon. C'est au niveau du talon. Le talon va être un petit peu plus gros. Si c'est un homme, naturellement, le poids oblige. Et puis même pour dame, ça pourrait être un peu plus fin encore. Mais là, je l'ai fait ici pour ici. Là, on a besoin de quelque chose qui ne rentre pas trop dans le gazon, là, parce qu'on marche pas sur la dalle ou des sentiers trop battus. Donc, avec un talon assez grand, ça pénètre pas trop dans la boîte, puis ça reste beau longtemps. Mais ça, c'est un soulier porté quand on s'habille propre. Oui, absolument. C'est pour le dimanche, pour aller à la messe. Normalement, on porte plus le soulier de bœuf. Pour dame, c'est le nez de bœuf. Je vais vous en montrer. Voici un exemple d'un petit nez de bœuf. Tout ce qui manque ici, c'est la tache. On pose un bouton, on fait une fente, puis là, naturellement, il faut le faire sur place pour que ce soit ajusté sur la personne. Ça, c'est vraiment la chaussure quotidienne des gens ici, là, en Nouvelle-France. Ça a été inventé par des cordonniers français selon des modèles amérindiens. Mocassin, la couture, les coutures sont amérindiennes, en avant ou en arrière. C'est vraiment, ça vient. Sauf que nous, les Français, on a utilisé des formes pour les fabriquer. On monte ça sur une forme. Et puis, on fait la couture à la française. Avec comme ici, on voit l'exemple. En se servant d'une haleine croche, on fait un trou, on passe les aiguilles, puis en repassant en dessous, juste avant de terminer, ça fait un nœud. Le nœud se fait à l'intérieur, ça ne bouge plus. C'est la façon de fabriquer des chaussures à la française. Et est-ce que le cordonnier se promène ou il demeure à un endroit? Il demeure un endroit. C'est assez important parce que il prend un endroit qui est assez habité pour pouvoir vivre. Par contre, il ne fait pas juste la chaussure. Il fabrique des petits sacs, il fabrique des ceintures, il fabrique toutes sortes de choses que les gens ont besoin. Est-ce qu'il peut réparer aussi des selles pour les chevaux? À l'occasion, oui. Si tu as droit, le moindrement. Les chevaux, il n'y en a pas beaucoup. Mais oui, il peut les réparer s'il y a lieu. Tout l'équipement, ça prend, c'est une haleine, des aiguilles et puis un bon couteau, un bon tranchet pour pouvoir couper. Avec ça, il fait à peu près n'importe quoi. Et dans la vie moderne, nous sommes monsieur Moi, c'est François Lapointe. François Lapointe qui vient près de Montréal. Oui, Terrebonne-Ouest, près de ce côté de Bois-des-Filions, là, si on veut. Juste au nord de Montréal, sur la rive nord, là, près de la rivière des Mille-Îles. Et son métier? Je suis bottier.
Oui, bâti. J'ai été cordonnier quand même. J'étais artisan de 78 à 85, puis de 85 à 2005 environ, j'ai été cordonnier. Et ensuite, par le fait même, je suis devenu bottier parce que les gens voulaient avoir des chaussures d'époque. Alors, je dis, je vais m'en aller là-dedans. Tant qu'à la cordonnerie n'étant plus ce qu'elle était, c'est-à-dire que c'est des souliers moins résistants, tout ça, puis ça vaut pas la peine de te réparer pratiquement. Donc, je dis, je vais faire mes chaussures. Je réparais mes chaussures, puis maintenant, vu que ça fait déjà 12 ans, là, je commence à réparer mes chaussures. Est-ce qu'il y a des gens qui vous demandent justement de faire des bottes style Nouvelle-France? Oui, et c'est surtout des gens comme nous, dans la reconstitution, ou les gens qui apprécient le genre ou le style. Il y a aussi le théâtre, le cinéma, tout ça, qui viennent nous voir pour avoir des reproductions de chaussures anciennes. Puis si on ne serait pas là, là, c'est obligé d'aller ailleurs. On n'est pas beaucoup à en faire, donc c'est mieux pour eux. C'est le fun pour eux qu'il y ait au moins quelqu'un qui puisse le faire ici sur place. On parle ici au Québec, là, parce qu'on n'est pas beaucoup à fabriquer ça, là, des chaussures d'époque. Il n'y a pas beaucoup de place non plus, mais c'est bon qu'il y en ait. On est quelques-uns là, qui font ce métier-là. Bien, merci beaucoup. On vous laisse avec les gens qui veulent s'informer un peu plus sur le cordonnier de la Nouvelle-France. Nouvelle-France. Merci beaucoup. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir accueilli et de vous faire connaître un peu plus le métier. Je suis avec sœur Florence, qui fait partie de la congrégation de Notre-Dame, donc la congrégation de Marguerite Bourgeois que tout le monde connaît. et elle enseigne. Beaucoup de choses. Elle enseigne aux petites sauvagistes du coin et à toutes les petites filles qu'il y a dans le village quoi faire pour se trouver un époux. OK. Quoi faire pour ça? Mais quelle est la meilleure façon? Ben, je vais vous donner, on me dit que vous avez des programmes de cours, fait que je vous en ai fait un. OK. On va se déplacer tranquillement. Ben oui. Ce qu'on a de plus important, j'ai placé par ordre de priorité. Donc, on a prié. Après tout, on est une nation catholique. Minimum pour se marier, c'est 12 ans. Être aimable, je vous dirais que si j'aurais mis ici le vrai mot, ma pancarte serait dans le lac, c'est être soumise. Okay. Papa a toujours raison et votre époux, il est toujours dans le droit chemin. Donc, on apprend ensuite à cuisiner, jardiner. On n'a pas le choix. Si monsieur vous ramène un poisson ou un morceau de viande, il faut quand même savoir comment le faire cuire et pousser ses légumes pour accompagner votre repas quand même. Coudre. Les magasins généraux qu'on m'a dit, on n'en a pas. Donc, il faut apprendre à fabriquer ses vêtements tout de même, les siens et celui de la famille. Donc, le dernier point, c'est encore prier parce que quand même Dieu est toujours présent dans nos vies. Tout ce qui est positif, négatif est une volonté de Dieu. Donc, il faut vraiment l'apprendre à l'accepter. En gros, c'est ce qu'on enseigne. Et si je suis une élève rebelle, que m'arrive-t-il? On n'en a pas vraiment de rebelles. Non, les rebelles, je vous dirais, c'est nos sauvagesses très dures des garder avec nous. Le grand air les appelle tellement et je les blâme pas parce que votre région est tellement jolie. Mais non, on les laisse aller. Non, ça reste que c'est des sauvages quand même. Mais non, on n'a pas, j'ai pas vécu une expérience avec des petites rebelles. Non, pas du tout. J'étais pas dans votre classe, il paraît. Non, hein? Je pense que non. Ou soit que vous aviez pas le bon professeur, probablement. Je créerais plutôt au professeur, moi, qu'à l'élève. Et dans la vie moderne, vous êtes? Mère de famille, coordonnatrice administrative à Montréal, qui est vraiment très loin de la réalité qu'on fait présentement. Mais bon, passionné d'histoire, oui, on aime ça, on aime le partager et reconstituer. Bon, il y a toujours le petit côté agréable de se prendre pour un autre puis d'échapper à la réalité la fin de semaine. Qui rêve pas de faire ça finalement? Mais bon, avoir la chance de le faire, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis, ça nous permet de visiter des coins du Québec de toute beauté. Vraiment, on est
enchantée d'être ici. Mais je ne sais pas si la température, par exemple, quand il fait chaud comme ça avec le costume, Je vous avoue que c'est un petit peu pénible. Corset en moins, ça se tolère un peu mieux. Mais bon, c'est un petit détail qu'on est prêt à oublier. Bon, on fait son indécente, petite vertu pour se tremper les chevilles à l'eau. Ça rafraîchit, puis on continue encore une partie de la journée. Non, ça va très bien là-dessus. elle gagne son ciel. Oh oui, 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 un peu. Mais le public est facile, donc j'ai pas de mérite en tant que tel. Merci beaucoup. Ben merci à vous. Il n'a pas de nom de personnage, mais pourtant, vous avez déjà connu, j'imagine, ce personnage qui a demeuré à Témiscamingue. Allô, Michel Beauchamp? Allô? Ça va bien? Oui, Chantal. Michel, bon, tu es reconnu pour faire des ceintures fléchées. C'est l'occasion idéale, une fin de semaine comme celle-ci. Oui, oui, parce que la plupart des voyageurs, c'était un de leurs outils de travail, ça, la ceinture. C'est ça qui les tenait, qui tenait le dos droit puis qui tenait les reins au chaud. Puis c'est ça aussi qui servait de poche, là, parce qu'ils mettaient leur blague à tabac, leur pipe de plâtre, leur couteau, leur hachette dedans. Ça ne servait pas seulement à tenir les pantalons. Non, non. C'est ça, ça servait à tenir le dos droit parce que les voyageurs pouvaient pagayer des 12-15 heures par jour, c'est pas plus. Là. Fait que c'était... Et quand ils faisaient du portage aussi, c'était plus solide et plus confortable? Oui, c'est un peu comme les motocyclistes et les motoneigistes aujourd'hui qui ont des grosses ceintures de cuir là, qui attachent avec du velcro. C'est la même utilité que la ceinture fléchée avait dans ce temps-là. Juste auparavant, en tout cas en faisant le tour, j'ai vu que tu as appris quelque chose de nouveau. Tu as appris à faire une blague de tabac. Une blague à tabac. Et devinez avec quoi c'est fait. Bon, ça, c'est fait. Ça, c'est la blague, mais elle n'est pas terminée. Il manque un petit ourlet sur le tour avec un cordon pour pouvoir tirer dessus pour la refermer. Là. Mais c'est une vessie de cochon. On prend une vessie de cochon. La vessie de cochon, c'est à peu près gros comme ton micro. Puis, on prend un bout de crayon, crayon à l'encre, là, qui est vide, ou une paille. On souffle ça, on l'attache, puis on la laisse sécher. Puis ça, c'est la vessie qui a séché. Ensuite, on coupe le haut, puis on la chiffonne pour la rendre plus souple. Puis c'est ça qui fait que ça gardait le tabac au frais. Fait que Qui te l'a enseigné? C'est mon beau-père. Lui, c'est ça, il est décédé en septembre dernier. Puis il avait 86 ans. Fait que lui, il a appris à faire des blagues à tabac comme ça. Lui, au début, quand il faisait les foins, là, c'était tout à la main. Il a vécu là, vraiment une période intense en changement, là, quand on pense qu'il n'y avait pas de téléphone, pas d'électricité, pas de radio. Là, il se retrouvait avec l'Internet, puis des gros tracteurs. Puis, c'était quelque chose. L'enseignement se perpétue. Oui, comme la tradition de la ceinture fléchée. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Avec moi, j'ai notre trappeur qui s'appelle... Michel Demouy. Et Michel fait ça depuis combien d'années? Ça fait la 9e année. 9e année. Est-ce que, trapper, c'est difficile en Nouvelle-France? Non, on apprend, on prend de l'expérience chaque année, donc c'est pas trop compliqué. Mais quand on aime ça, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que les trappeurs doivent s'aider
avoir de l'aide des Autochtones pour apprendre comment circuler dans la forêt, parce que c'est pas la même chose que la France. Non, non, pas du tout, mais là, ça fait déjà pas mal d'années que les trappeurs de France trappent. Ça fait que on peut avoir de l'aide aussi des Français, la même chose. Hein. Pas forcément des Autochtones. Hein. Et dans la vie moderne, vous êtes monsieur? Ah oui, je suis dans le lieu moderne, moi je suis retraité. Hein. C'est ça que vous voulez savoir? Oui. C'est ça. Donc moi je suis retraité. Fait que, ça me laisse du temps pour m'occuper de mon trappage. Et vous faites vraiment de la trappe? Ah oui, par contre, moi je suis un vrai trappeur. Je représente les trappeurs de Nouvelle-France, mais par contre c'est mon activité de trappeur. C'est beaucoup plus facile pour en parler. Avec tout ce qui est synthétique maintenant, est-ce que c'est plus difficile, la vente de la peau des animaux? Eh bien, c'est un petit peu paradoxal, c'est que l'industrie de la fourrure au Canada, on va dire, c'est en augmentation chaque année. Il y a quelques années, peut-être il y a 2 ans, ça devait représenter peut-être 16 milliards de dollars. Le problème, c'est que nos fourrures valent de moins en moins cher. Donc, de ce fait, il y a de moins en moins de trappeurs. On est pratiquement en voie de disparition. Il y a quand même des règles et vous ne trappez pas à pu finir avec beaucoup. Bon, vous avez droit à tant de peaux, tant d'animaux, donc c'est rigide. Oui, absolument. De toute façon, tout est réglementé. Les dates pour capturer les animaux donc, sont bien précises. Les pièges, maintenant, sont des pièges certifiés. Donc il y a eu beaucoup de travail ces dernières années concernant le trappage malgré tout. Les pièges sont tous certifiés. Ça, par contre, ça c'est une bonne chose. Hein. On va dire c'est de ce côté-là, les Européens ont eu beaucoup d'influence sur le Canada pour le piégeage, mais moi je préfère utiliser des pièges qui feront pas souffrir les animaux inutilement, on va dire, c'est ça. Et vous venez de quel endroit? J'ai oublié de vous demander. Alors, moi, ça fait 9 ans que j'habite dans la Naudière, donc à Sainte-Béatrix, 25 km au nord de Joliette. Mais sinon, évidemment, j'étais résident français pendant 49 ans. Je n'aurais pas deviné. Non, je suis désolé, mais j'ai mon accent qui me traîne comme un boulet, puis je pense que je vais toujours le traîner. Ben, c'est un beau boulet. Merci. Merci beaucoup. Mais en tout cas, c'est bien agréable d'être ici, là.